Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Alger Champ 3. Reda Benassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lamine Bey derrière la vitre et de ma chroniqueuse Hind Benranem. Dans le débat sur le développement économique de l'Algérie, la diaspora algérienne joue un rôle plus que visible. Nous utiliserons ce terme de diaspora, Hind, tu nous expliqueras pourquoi, par facilité de langage pour désigner l'ensemble des Algériens établis à l'étranger. On estime qu'ils sont à peu près 6 millions, principalement en Europe et en Amérique du Nord, où ils acquièrent compétences, réseaux et capitaux. Les envois de fonds officiels vers l'Algérie ont atteint près de 1,94 milliard de dollars en 2024. C'est le dernier chiffre que nous avons. Un soutien précieux pour des milliers de familles et pour l'économie nationale. Mais au-delà de l'argent, la diaspora participe aussi à l'innovation. Plus de 15% des startups algériennes ont été créées par des membres de la diaspora, notamment dans des technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Cette dynamique soulève aussi des questions essentielles. Comment transformer ces apports ponctuels en moteurs durables de croissance? Et quelle politique mettre en place pour que les compétences acquises à l'étranger irriguent réellement, de manière palpable, l'économie locale sans creuser de nouvelles fractures entre ceux qui restent et ceux qui reviennent? On en parle ce soir avec notre invité exceptionnel, Monsieur Anis Hattoum. Bonsoir. Bonsoir, Reda. Merci beaucoup d'avoir pris l'avion et d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. C'est un plaisir d'être parmi vous. Hind Benranem, c'est un sujet qui t'interpelle, qui te travaille depuis pas mal d'années. Effectivement, et puis c'est un sujet avec lequel nous discutons énormément avec nos proches, notamment le retour donc de ces Algériens qui ont vécu à l'international et qui veulent donc revenir en Algérie. On dit diaspora évidemment par facilité, par abus de langage, pas la terminologie exacte évidemment, mais on va l'utiliser pour rendre l'émission un peu plus fluide et faciliter la compréhension. Tout à fait. Et puis à un moment donné, on parlait de fuite des cerveaux. Là, ça va être le sens inverse, c'est comment récupérer justement cette matière grise qui à un moment donné est partie à l'étranger, qui revient avec de formations qui n'existaient probablement pas, et non pas que chez nous, même dans d'autres pays, donc avec un savoir-faire. Et voilà, donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'au fait, c'est très partagé. Alors, il y a ceux qui disent, il y a une catégorie de personnes qui pensent que on n'a pas de leçons à recevoir de personnes qui viennent d'ailleurs, parce qu'au fait, on est quelque part mis à jour en Algérie. Donc, il y a d'autres personnes qui disent non, c'est mieux de recevoir, de récupérer cette. On va contextualiser les propos de Hind, parce que je sais qu'on va recevoir des centaines de messages sur la page Facebook de l'émission, donc Médiatique-Alger Champ 3. Les 2 dernières années, on a cru déceler chez une partie infime de notre diaspora une espèce d'esprit messianique, c'est-à-dire qu'on rentre en Algérie pour apporter la lumière à tous ces pauvres entrepreneurs qui n'y seraient pas arrivés sans nous. Voilà, c'est quelques individus qui ont suscité l'ire de ceux qui bâtissent et créent ici, malgré les contraintes bureaucratiques, malgré les difficultés sur le terrain, et qui, comme tu l'as dit, n'ont aucune leçon à recevoir de quiconque. De quiconque, voilà. Tout à fait. Moi qui adore les chiffres, moi j'aimerais bien connaître justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui quantifier ce nombre de personnes qui sont revenues, des success stories qui ont probablement reproduit leur modèle réussi à l'international qu'on retrouve aujourd'hui en Algérie? Anis, fais-nous rêver. Tu as fait la majeure partie de tes études en Algérie. Tout à fait. Donc, j'ai vécu en Algérie, en fait, les 20 premières années de ma vie. Donc, de ma naissance jusqu'à mes 20 ans. Et après avoir fini mon diplôme universitaire à l'université du Caroubier, en sciences Kharoba, on a fait la même université. En sciences, vous avez fait la même, d'accord. Voilà, on fait partie de la même école universitaire. Donc, j'ai fait les études supérieures en sciences économiques avec une spécialité en sciences financières. Et donc, j'ai voulu poursuivre mes études à l'étranger pour parfaire mes connaissances. Et donc, j'y vis donc en Europe et spécifiquement en France depuis l'âge de mes 20 ans. Voilà. Et donc, j'ai voulu mettre à profit toute mon expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé 25 ans de ma vie dans le domaine bancaire, après un DEA en monnaie, banque et finance à l'université de Paris 10 Nanterre.
Voilà, j'y suis aussi chercheur au CNRS, à l'Université de Paris 10 Nanterre. Et donc je prépare aujourd'hui une thèse en monnaie, banque et finance. Vous n'étiez pas nombreux dans cette filière. Hein. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'Algériens de Oui. cette génération Tout à fait. à oser cette aventure, Oui, carrément. Tout à fait. Donc quand je suis arrivé en France, d'ailleurs j'étais le seul Algérien dans ma promotion. Parce que c'était une filière qui était assez demandée, monnaie, banque et finance. C'est des métiers qui sont demandés et prisés. Hein. Travailler dans la finance, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir déjà un bon bagage. Mais j'ai dû travailler 2 fois plus que les autres là-bas à l'université de Paris 10 Nanterre pour arriver à avoir mon diplôme de Master 2 en DEA en monnaie, banque et finance. Et après, Pourquoi 2 fois plus? 2 fois plus. Pourquoi? Parce que j'arrivais avec certaines lacunes en termes d'orthographe, par exemple. Très bien. Voilà, parce que j'ai fait toutes mes études en arabe. Ah, n'est-ce donc pas? se reconfigurer Oui. le cerveau en Oui. mode francophone n'était pas facile. Exactement. أنا تعلمت بالعربية à l'école, donc depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Donc le français constituait une langue étrangère. Et on avait une seule heure pratiquement par semaine. Oui, environ, oui, 1 à 2 heures maximum. En Maximum. fonction des niveaux de primaire, collège et lycée. Donc ensuite, Puis donc pardon, c'est pour il y a ça. une différence entre le fait de parler le français comme ça, casual au fait. quotidien, Oui. et devoir l'appliquer à un domaine professionnel archi exigeant comme le tien. Oui, tout à fait. À la maison, on parlait français. Hein. Mes parents sont francophones. Hein. Ils sont nés à l'époque de l'Algérie française, comme beaucoup de nos parents d'ailleurs, ici présents. Et de ce fait, donc c'est pour ça que je dis que j'ai dû travailler 2 fois plus à me parfaire en termes d'orthographe et ainsi évoluer et pouvoir m'exprimer à l'écrit comme un autochtone français qui a fait toutes ses études en France. Ou mieux. Ou mieux. Voilà, nous Exact. étions quand même plusieurs étrangers à venir de différents continents, hein, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, à faire cette formation-là. Et donc j'ai eu un immense plaisir, j'ai fait de belles rencontres au sein de cette université qui m'a donné mon diplôme. Est-ce que, ça c'est la question qu'on a dû te poser plein de fois, est-ce que tu as subi le fameux délit de faciès? Oui, on ne peut pas l'ignorer, même si Nanterre, Paris 10 est considéré comme une université de gauche. De gauche, voilà. Il faut le savoir, hein, à l'initiative du mouvement de mai 68. C'est connu avec Daniel Cohn-Bendit notamment. Romain Goupil. Et d'autres personnalités, hein, d'éminents professeurs. Et de ce fait, oui, au travers du regard des étudiants qui étaient là, qui avaient fait un parcours depuis la première année universitaire, alors que moi j'arrivais avec une équivalence à Bac plus 4. Donc j'ai fait ma 4e année et ma 5e année à l'université de Nanterre. Mais par exemple, ils s'interrogeaient sur le fait qu'on soit admis déjà à Bac plus 4, alors qu'eux avaient trimé depuis la première année universitaire, puisqu'il y a un effet coupe-gorge au niveau, on appelait ça le DUG, les 2 premières années. C'est une histoire un petit peu, on pourrait l'assimiler à guillotin, hein, une guillotine qui se passe en première et 2e année, où il y a un écrêtage un petit peu de la population étudiante. C'est le cas de toutes les écoles d'ingénieurs, par exemple. Hein. Oui. Oui, mais cela, ce n'est pas une rancœur, c'est-à-dire une rancœur légitime pratiquement, mais ce n'est pas dû au racisme. Oui, alors le racisme, on l'a ressenti, nous, étudiants étrangers à l'université parisienne, du fait que, par exemple, quand on demandait des cours parce qu'on était absent pour des raisons X ou Y, de maladie ou travailler en dehors de l'université pour pouvoir payer son logement étudiant, eh ben, on sentait quand même un regard en nous disant, bah, écoutez, vous auriez dû faire pareil. Nous, on a trimé jusqu'à arriver à la 4e année, et du coup, on le ressentait. Du coup, on ne demandait aucunement les cours aux autochtones, C'était peine perdue. mais plutôt aux autochtones, mais plutôt à ceux qui sont arrivés comme moi en 4e année de différents continents, où on se comprenait un peu plus dans cette démarche d'entraide. Voilà, je n'ai pas trouvé d'aide de la part des étudiants qui étaient là, par exemple, depuis la première année. Est-ce que tu as l'impression, maintenant que tu es passé de l'autre côté du miroir et que tu enseignes, est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. Pourquoi? La question est de se dire pourquoi. Parce que de ce fait, on s'est donné les moyens, hein, nous, Algériens établis à l'étranger, on s'est donné les moyens de réussir, d'une part, et de ce fait, en donnant des preuves de notre capacité à intégrer le monde professionnel et à réussir dans nos études, il ne faut pas rougir de l'enseignement qu'on a eu en Algérie. Il est de très bonne qualité. Très bien. Sinon, je n'aurais jamais eu mes diplômes de Master 1 et de Master 2 dans une université française. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rougir de l'éducation que l'on a en Algérie. Mais est-ce que vous serez resté, par exemple, en Algérie, est-ce que vous aurez eu le même parcours? En toute honnêteté. En toute honnêteté, je ne pense Hind pas. adore refaire le match. Oui, en toute honnêteté, je ne pense pas. Ça a été un choix. Bon, le choix qui m'a poussé à ne pas pouvoir revenir, c'est d'avoir rencontré mon épouse à l'université.
Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a c'est une la fille, meilleure raison. Voilà, c'est la meilleure raison. L'amour fait rester quelque part. Donc aujourd'hui, on a une fille de 13 ans, Sarah. Qui est adorable d'ailleurs, qu'on Merci. salue. Oui. Et de ce fait, voilà, les conditions ou la situation familiale a fait que je suis resté là-bas et j'y suis depuis 25 ans. Et donc, quelles sont les conditions qui aujourd'hui vous rappellent au pays? Ah, très bien. Eh bien, c'est une très belle transition, Hind, merci. Donc, de ce fait, après 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire et puis aujourd'hui, depuis quelques années, je forme des chefs d'entreprise qui soient français ou algériens, d'origine algérienne, qui ont créé leur entreprise en France et de ce fait qui ont besoin d'une double culture ou d'un regard de quelqu'un, d'une personne qui a vécu en Algérie afin de se positionner et de les aider sur le terrain. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Alichan 3. Nous parlons diaspora et entrepreneuriat en compagnie de Hind Benranem, notre chroniqueuse que le monde, l'univers nous envie. Face à elle, monsieur Anis Hatoum, banquier financier et formateur entre autres choses. J'aimerais revenir, avant d'évoquer tes projets pour l'Algérie, Anis, sur les 3 phases, en fait, de l'immigration intellectuelle algérienne. Il y a la génération des années 70, je pense au docteur Ali Kahlan, au docteur Hani, oui. Où il y avait une certaine facilité à partir dans l'Hexagone, mais pas que, dans toute l'Europe, et où nous avons eu des scientifiques algériens vraiment de renom et qui n'avaient absolument rien à envier à leurs homologues d'autres nationalités. Certains sont restés, mais la grande majorité sont rentrés pour certains devenir directeurs de l'école supérieure d'informatique, etc., pour diriger les premiers laboratoires qui s'intéressent au TIC dans notre pays. Il y a ta génération, les natifs des années 80, qui sont partis vers la fin des années 90, début 2000, où ça commençait à être un peu plus compliqué, où il fallait faire ses preuves, où il fallait, j'allais dire montrer patte blanche, mais c'est pas forcément l'expression qui convient. Et j'aimerais dresser un parallèle avec ceux qui partent maintenant, où ça devient extrêmement compliqué, que ce soit les conditions d'admission, que ce soit les regards de travers, les préjugés, le racisme qu'on évoquait tout à l'heure, etc., etc. Donc, quel est ton regard, Hind? Puis j'aimerais avoir le miroir d'Anis. Écoute, c'est simple aujourd'hui, c'est la loi du marché, parce qu'au fait, c'est un placement de profil sur le marché de l'emploi à l'international. Aujourd'hui, c'est saturé, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a un retour. Donc, ils veulent plutôt rentrer au pays que d'aller de l'autre côté. Donc, après, je ne vis pas là-bas pour avoir un regard plus objectif comme celui de Anis, pardon. Alors, pour moi, c'est une vue d'esprit. C'était déjà compliqué dans les années 2000 de traverser la Méditerranée, en parlant de l'Europe que je connais. Aujourd'hui, effectivement... On parle des supradiplômés. Hein. Des supradiplômés, voilà. Oui. Effectivement, au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs, déjà, les places sont chères. Voilà. Donc, il y a une préférence nationale qui s'installe un peu partout en Europe, hein, ce qui est logique, ce qu'on doit appliquer aussi en Algérie. Il y a une préférence nationale pour les Algériens ici, pour les scientifiques qui veulent intégrer des centres de recherche dans les universités algériennes ou les écoles d'ingénieurs, etc. Et il se passe la même chose aujourd'hui en Europe, et plus aujourd'hui qu'hier. Parce qu'on assiste à une montée de l'extrême droite partout en Europe, une fermeture des frontières. Pourquoi? Il faut l'expliquer aux auditeurs. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les conditions de vie en Europe sont devenues plus difficiles. Voilà. Post-Covid, hein, vous l'avez vécu aussi, on l'a vécu ici en Algérie, au même titre que l'Europe. C'est-à-dire une inflation grandissante, des salaires qui n'augmentent pas au même titre que le pouvoir d'achat, tout à fait. Donc c'est déjà très difficile pour les locaux. Exactement, c'est difficile pour les locaux. Il y a une volonté des pays européens à protéger leur marché de l'emploi. Voilà, de ce fait, eh bien, écoutez, les conditions d'accès à l'Europe sont plus difficiles, et d'autres pays, il y a une immigration choisie dans certains pays autres, hein, tels que le Canada ou les États-Unis, comme vous le savez. Et de ce fait, oui, je peux dire que ça a toujours été, le cas échéant, difficile, un peu plus aujourd'hui qu'à mon époque, en l'an 2000, où j'ai quitté l'Algérie pour aller en Europe. Vous partez avec une étiquette étrangère qui arrivait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel il faut adopter les us et coutumes.
Et de ce fait, donc il y a ce premier obstacle à franchir, être ce qu'on appelle intégré, ce qu'on demande aussi à nos étrangers en Algérie, à avoir quand vous venez du Mali ou du Niger. C'est pourquoi j'ai fait le distinguo avec l'assimilation et l'intégration. Oui, exactement. Cette distinction est très importante à avoir entre assimilation et intégration. Mais la recherche de la matière grise algérienne, elle est recherchée dans le monde, au travers des bénéfices qu'on peut apporter à n'importe quelle entreprise privée ou publique. Et de ce fait, vous êtes choisi en Europe, c'était mon cas, en fonction de vos compétences, de mes compétences. Sinon, j'aurais jamais pu intégrer une grande banque française et percer jusqu'à devenir directeur et travailler dans des directions régionales, à m'occuper aussi des entreprises et des chefs d'entreprise français ou étrangers qui arrivaient en France et qui sollicitaient des financements dans différentes enseignes bancaires en France. Donc, il n'y a pas de phénomène de racisme parce que, justement, dans le monde dans l'entreprise privée, on cherche la compétence. Donc, si vous êtes compétent, vous restez. Si vous ne l'êtes pas ou vous ne l'êtes plus, vous partez. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc c'est du pragmatisme pur et dur. Oui, il ne faut pas partir. Je vois beaucoup d'Algériens qui arrivent en Europe en se disant on est victime de racisme, on m'a viré de mon entreprise, j'ai pas réussi. Mais non, c'est pas je pense que souvent ce n'est pas une question de racisme, mais c'est une question de compétence. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote, puisqu'on est là pour ça. J'ai un excellent ami médecin qui est parti à l'étranger, qui était lui aussi multidiplômé. Il a une spécialité hyper pointue que je ne citerai pas pour pas lui attirer des problèmes. Et une fois là-bas, une fois qu'il a régularisé sa situation, qu'il a fait ses papiers, il avait coopté un autre Algérien pour un poste qui s'était libéré pour une période d'essai. L'autre Algérien pensait que c'était un CDI et a commencé à appliquer, j'allais dire, une mentalité bien de chez nous, c'est-à-dire arriver en retard, disparaître pendant la pause déjeuner un peu plus qu'il ne faudrait. Certaines paressent. Voilà, mal répondre aux infirmières. Alors évidemment, c'est un individu, un cas, et je n'essentialise absolument pas. Mais à la seconde où ce monsieur ou ce médecin a été licencié, enfin c'est même pas un licenciement, c'est-à-dire qu'on a mis non fin retenu, à sa période d'essai. Oui. Évidemment, il a crié au racisme. Non, Sahbi, tu as juste mal fait ton travail et tu n'as pas su être à la hauteur de la chance que ton ami, que ton confrère algérien t'a donné. C'est aussi simple que ça. Je l'entends. Voilà. Tout à fait. Hint. Alors, on va s'intéresser maintenant au projet de notre ami Anis, qui, grâce à ce bagage, à cette expérience de 20 ans, n'a pas oublié son pays d'origine et a décidé, contrairement à beaucoup qui décident d'ouvrir des restaurants ou des fast-food, c'est tout à fait louable, mais Anis a d'autres projets. Ouais, mais merci de me donner la parole sur ce projet-là. Donc, je suis président aujourd'hui de la Ligue des Algériens résidant à l'étranger. D'une part, c'est une association récente, oui, tout à fait, qui s'est créée récemment. On est aussi en partenariat avec le CMDA, avec qui je travaille, je suis membre du CMDA, c'est le Conseil mondial de la diaspora algérienne, qui est présidé par Madame Rezélé, et vous connaissez peut-être Monsieur Zeribi, oui. qui est active aussi grandement au sein de la diaspora. Qui est chroniqueur dans certaines chaînes. Et oui, voilà. Tout à fait. Et de ce fait, en fait, avec mon expérience de 25 années en Europe, Jazair atatni kullesh. Voilà, c'est ce que je me dis. L'Algérie m'a tout donné pendant mes 20 premières années. Je n'oublierai jamais les grands professeurs qu'on a eus depuis le primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Certains diront qu'on a vécu une belle époque dans les années 80. Je suis né en 80. Je suis parti de ce pays en l'an 2000. J'ai quand même vécu les 10 années terribles qu'a vécu l'Algérie dans la décennie noire dans les années 90. Mais j'ai une attache très forte avec mon pays. Parce que le Jazair atatni kul shay, et comme je dis, ana fi khidmat al-watan wal muwatinin aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de créer donc le NIEF. Le NIEF, donc c'est une école qui s'appelle El Najah, voilà, élite formation. Et du coup, l'objectif de cela, c'est de travailler étroitement avec le ministère de l'enseignement continu, de la formation continue, Tekwin Mehani. Pour apporter. D'ailleurs, tu as rencontré la ministre il y a quelques semaines, me semble-t-il. Alors j'ai eu un très bon accueil de la part du directeur central au sein du ministère, effectivement, avec son équipe qui m'a bien reçu.
et Monsieur Bouchettara, qui est le secrétaire général, au travers de qui j'ai pu être introduit au ministère, et Madame la ministre, effectivement, je suis en contact avec elle via les réseaux sociaux. D'ailleurs, qui est très collaborative et qui parraine et soutient les initiatives allant vers la En tout formation cas, elle a fait un travail professionnelle. impeccable avec Voilà. les récentes Olympiades des métiers que Tout j'ai à eu fait. le plaisir de Ah, couvrir à Wahran. Oui. C'est ça. Franchement, c'est pas de la langue de bois, mais c'est Oui. un véritable Je salue, bel événement. Vraiment, je salue leur travail. Il est médiatisé même à l'international, puisque la diaspora, donc en résumant, les Algériens résidant à l'étranger. On la met au n'est-ce pas parfum de ce qui se passe ici. Oui, exactement. On suit l'actualité. Hein. Il ne faut pas dire que Nesli Ram Flagarba Dork, ceux qui sont ailleurs, ne s'intéressent plus ou pas au pays. Au contraire. Et puis aujourd'hui, ils pour n'ont pas le beaucoup. choix. Grâce aux réseaux sociaux, l'information est facilement accessible. Oui, il y a effectivement un accès facile. On écoute les émissions radio au travers des canaux en streaming, par exemple. Donc, il est assez facile de se tenir au fait des actualités dès lors qu'on émet le souhait de le vouloir. bien. C'est surtout ça. Donc, D'où est venue cette idée, cette envie Oui. de créer cette école? Eh bien, écoutez, كيما قلت لكم أنا درك maintenant je suis في خدمة الوطن والمواطنين. Donc, on a mobilisé 360 professeurs et chercheurs de la diaspora algérienne au travers de l'Europe et d'Amérique du Nord. Toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues, afin d'aider à porter en fait une pierre à l'édifice. Voilà. Dzaïr ma sennetnash hna li rana fi l'Ghorba. Vous ne nous avez pas attendu pour avancer, pour évoluer. Et c'est tout à l'honneur de l'Algérie. Moi, j'ai quitté l'Algérie en l'an 2000. Je la retrouve aujourd'hui en 2026. Je trouve, pour certains me disent que le pays n'a pas avancé. Pour moi, l'Algérie a fait un pas de géant, notamment en ce qui concerne les infrastructures. Tout ce qui a été bâti, les autoroutes, les aéroports. Certains me diront que c'est pas non plus tout dans un pays, mais je trouve que ça a bien avancé. Essentiel, tout à fait. Notamment aussi la production nationale a bien évolué. À l'époque, donc nos supérettes étaient remplies de produits étrangers. Aujourd'hui, la production nationale est là et c'est un fait et c'est Est-ce que la encourageant. qualité est là? Vous Alors, qui venez d'ailleurs. oui, je trouve que la qualité est bonne. Oui, je trouve que la qualité est vraiment bonne. Je ne rechigne pas à consommer les produits agroalimentaires algériens quand je les trouve en supérette. Et ça n'a rien à envier avec ce qu'on trouve en Europe. Ça se discute. En fait, la question de haine, c'est par rapport à la fameuse loi d'importation qui mériterait d'être analysée de nouveau, etc. Parce qu'il y a des médicaments qui n'arrivent plus en Algérie, etc. Donc, on comprend un peu l'esprit de cette loi, cette espèce de protection économique qui est tout à fait louable. Maintenant, voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes, avec des exceptions et avec des experts qui devraient passer derrière. Voilà. D'accord. Donc effectivement, donc de ce fait, en parlant donc de ce que tu disais, Reda, concernant donc les importations, oui, aujourd'hui il y a eu une volonté politique au vu de l'amoindrissement des réserves de change dans les années 2012 jusqu'à 2020. Donc on voyait nos réserves de change fondre comme neige au soleil. Et là, De c'est ce le financier qui parle. Ah oui, là c'est le financier qui vous parle, les conditions économiques voulant, et mon métier le veut aussi, à ce que je vous en parle. Il a été logique de la part du gouvernement actuel ou précédent à se dire, bon, il faut modérer les importations et encourager la production nationale. Sinon, non, ça c'est tout à fait audible, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude de recevoir Madame Kahina Hadjara, qui est à la tête d'une association des enfants de la Lune. Oui. Voilà, et qui récolte chaque année des bouchons pour essayer de les revendre et pouvoir aider ces gamins qui, je le rappelle, ont des cancers à la moindre exposition au soleil. Ils ont besoin de tenues spéciales pour pouvoir sortir, ils ont besoin de médicaments très très spécifiques, ils ont besoin de pommades. Et ben les pommades en question, par exemple, ne peuvent plus être importées. Oui. Maintenant, elle est obligée, la pauvre, de les ramener belkaba, comme on dit. Et ça, voilà, c'est une situation invivable pour des gamins qui ont besoin de ces produits tout à fait. pour survivre. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite à interdire toute importation. Au contraire, il faut faire au cas par cas. Oui, au cas par cas. On l'a vu, nous on a est suivi la diaspora algérienne quand on était donc en France. On a suivi le fameux incident du bus qui était tombé dans le Wad al-Harash, à cause de pièces détachées qui n'étaient pas disponibles, et du coup ça a accéléré ou ça a entraîné cet accident parmi d'autres. Et du coup, on a vu aussi une écoute, c'est ce qu'on a perçu en tous les cas de l'extérieur,
à ce que le gouvernement puisse entendre cela, importer soit des pièces détachées ou des bus en urgence. Non, et puis on nous apprend à l'école qu'il y a au fait importation et exportation. C'est ça la loi du commerce. Tout à fait. Il y a importation et exportation. Et donc il faut faire au cas par cas. Il ne faut pas, à mon avis, en tant qu'économiste, couper une importation d'un produit qui ne se trouve pas encore sur le marché national. C'est cela la vocation même économique dans le commerce extérieur. Et aujourd'hui, comme vous parlez d'exportation, effectivement, j'accueille des chefs d'entreprise dans mon métier de banquier, mais aussi dans mon domaine de formation, des chefs d'entreprise qui viennent d'Algérie et qui créent donc leurs entreprises en France et en Europe. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une victoire. Aujourd'hui, je peux témoigner en disant que les produits algériens sont disponibles dans les grandes surfaces. Si on peut citer des noms, Reda, on ne peut pas citer des noms. On peut pas citer des noms, mais les grandes enseignes que vous avez connues aussi en Algérie ou en France, des supermarchés, on trouve des produits algériens. Notamment une certaine pâte à tartiner qui est devenue superstar en Europe. Revenons sur le projet de l'école. Ça va enseigner quoi et de quelle manière? Et qui Du coup, très bien. Donc personnellement, je serai le responsable de l'école, le président de l'école. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rassemble donc des chercheurs et des professeurs de la diaspora algérienne qui se trouvent à l'étranger, dans tout pays. Aujourd'hui, la diaspora algérienne, tu posais, Hind, la question à savoir comment est répartie un petit peu cette diaspora algérienne. Donc moi, je pense qu'il y a, je le crois profondément, il n'y a qu'un seul peuple algérien. On a le peuple algérien donc, qui vit en Algérie, on a le peuple algérien aussi qui vit à l'étranger. De ce fait, ce projet-là donc, de création d'école va dans le sens que nous, chercheurs, enseignants et puis formateurs, on aura une pierre à ajouter à l'édifice existant. Voilà. Donc notre but, c'est pas être donneur de leçons ou dire on fait mieux ailleurs qu'ici. Non, c'est de se dire on est dans le dialogue avec les enseignants, avec les chercheurs, avec les professeurs du ministère de l'enseignement et de ce fait, ce qu'on peut apporter dans la formation continue, dans le contenu surtout pédagogique pour être un petit peu aux normes internationales et au fait des évolutions qui sont parfois créées à l'étranger, mais aussi parfois créé en Algérie. L'Algérie a créé beaucoup et puis il n'y a pas de honte à quelque part ramener certaines choses qui existent ailleurs, parce que tous les pays du monde ont un besoin de quelque chose qui existe ailleurs que chez eux. Ce qui se fait en Inde, on ne le trouve pas en Australie. Ce qui existe en Australie, on ne le trouve pas aux États-Unis. Oui, tout à fait. Mais c'est un savoir-faire qui quand même qui vient d'ailleurs. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a différents schémas comme tu l'as dit Reda et comme tu l'as dit Hind tout à l'heure, à savoir des Algériens qui reviennent en Algérie. C'est dans quelles conditions? Vous avez des Algériens comme moi qui ont vécu par exemple 20 années de leur vie en Algérie. Donc on connaît les mœurs locales, les us et coutumes, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et on est parti. Et aujourd'hui, on peut revenir. Il y a aussi ceux qui sont nés là-bas. Il y a aussi des Algériens qui sont nés dans un pays étranger, de parents qui sont nés peut-être eux-mêmes à l'étranger ou en Algérie. Et de ce fait, vous pouvez voir des Algériens revenir, mais de différents horizons. Je le qualifierais ainsi. Donc, pour ma part, je pense qu'il est plus difficile, par exemple, à un Algérien qui ne connaît pas le pays ou qui est venu que pendant les vacances d'été avec ses parents pour créer, donc, à entreprendre quelque chose en Algérie. Et je pense que vous avez aussi cette perception quand vous êtes parmi la population algérienne, en se disant c'est des donneurs de leçons, ils viennent à l'Echidje ou Raho, on peut l'entendre, et toute question est bonne à poser. Non, et puis on se dit maintenant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est qu'ils veulent revenir en Algérie. Oui, moi je le fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'estime que l'Algérie m'a tout donné, gratuitement. Voilà, 20 ans de ma vie. Et je le fais de bon cœur. Ça demande du temps de mobiliser une diaspora existante à l'étranger. C'est du temps, c'est de l'argent à mobiliser. Et à encourager aussi des professeurs ou des chercheurs qui se trouvent à l'étranger à remettre un pied en Algérie et à donner de leur temps. Comment leur donner l'envie? Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des enseignants qui sont souvent très bonne question, Reda. Ils seront là à temps plein. C'est ça. Oui. Comment s'aligner sur la grille salariale qu'ils peuvent avoir à l'étranger aussi? Très bonne question. Donc j'ai eu cette interrogation aussi et ces échanges avec Monsieur Nessib, qui est le directeur central du ministère Tekwin Mihani. Le bénévolat, tu le sais mieux que moi, a ses limites. Oui, le bénévolat aussi a ses limites, en effet.
Donc, eh bien, écoutez, nous, professeurs et chercheurs qui sommes à l'étranger, attendons des autorités de nous faciliter le dialogue et l'accès aux enseignants, aux chercheurs qui sont sur le terrain, qui sont là. Et on est ouvert à toute discussion et, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout, non pas en donneur de leçons, mais plutôt ajouter une pierre à l'édifice existant. On a parlé hier avec l'équipe de M. Nessib au ministère de cela. Ils attendent aussi de nous, diaspora, chercheurs et professeurs à l'étranger, d'apporter du contenu pédagogique lorsque les formations sont conçues, par exemple, ou la réactualisation des formations. Voilà, aujourd'hui. Ou l'adaptation de ces dernières au contexte algérien. Exactement, l'adaptation de ces dernières au contexte algérien, bien entendu, et aux innovations qui peuvent exister dans tous les pays d'Europe ou d'Amérique, là où se trouve notre diaspora, à apporter cet ajout ou ce dialogue pour être constructif afin que les formations soient au plus près du terrain. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chien 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. C'est la dernière ligne droite de votre émission médiatique spéciale Diaspora. On a expliqué pourquoi est-ce qu'on utilisait ce mot par facilité. Salut amical à Monsieur Aziz Fares qui ne manquera pas de me faire la remarque. Hind Benranem. Écoute, voilà, moi je suis très curieuse de connaître le contenu pédagogique. À qui est destinée cette formation? Est-ce que c'est un certificat? Est-ce que c'est une équivalence? Est-ce que peut plus tard aller à l'étranger grâce à cette formation? Donc, est-ce qu'on peut avoir plus de détails, Nassim? Oui, bien sûr. Donc, de ce fait, donc au niveau du contenu, il sera adapté aux demandes de Wizarat Takwin al-Mihani, entre autres. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va travailler uniquement avec ce ministère-là, afin donc d'apporter tout support pédagogique, tout support qui pourrait être intégré, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la réactualisation des formations ou à la création de formations. Parce qu'aujourd'hui, Nassima Arhab, la ministre, a décidé de lancer une formation concernant la cybersécurité. Absolument, notamment, qui était présente lors des Olympiades de Warren. Oui, tout à fait. Très bel événement d'ailleurs. Et de ce fait, en fait, on va aider justement avec cette matière grise algérienne qui se trouve dans le monde à pouvoir apporter une pierre angulaire. Je peux citer un exemple. Nous avons organisé une conférence dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie sur le thème de l'intelligence artificielle et Warda Belaïch qui avait participé. Qu'on avait reçu dans Médiatique il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Est intervenu auprès de la diaspora algérienne avec une association qui est existante aussi à Mantes-la-Jolie, très active. Et de ce fait, il y a eu de très bons retours et nous avons des spécialistes partout dans le monde qui peuvent ajouter dans tous les domaines juste de ce ministère Takwin Mehani avec une pierre à ajouter à cet édifice et c'est une demande qui est exprimée aujourd'hui. Mais c'est une formation à rajouter aux diplômés ou bien on peut être bachelier et intégrer directement votre école ou... Alors par la suite, donc dans un deuxième temps, effectivement, le directeur central du ministère m'a conseillé donc de créer une école, Carrément. Voilà, pas une association parce qu'on avait un doute à créer une association, UNIF association ou UNIF école. La décision a été prise hier pour créer cette école-là et par la suite, effectivement, on pourra intégrer des modules de formation qui seront en adéquation surtout avec la demande du marché du travail. Très bien. Parce qu'il n'est nullement considéré à former des étudiants qui deviendront chômeurs par la suite. Voilà. Et mon but aussi, c'est, je suis très adepte des études en alternance. Donc, je souhaite créer des modules de formation qui soient réalisés en alternance, c'est-à-dire en apprentissage dans les entreprises privées et publiques algériennes. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend en étant sur le terrain.
C'est-à-dire que demain, je suis une entreprise de nettoyage, j'ai envie de former des techniciens de surface. Je sais que ailleurs la manipulation est meilleure, en tout cas, comment dirais-je, en norme. Est-ce que je peux passer par votre école? Oui. Donc c'est du sur-mesure. Tout à fait, c'est du sur-mesure. On fera des modules de formation au sur-mesure en fonction des demandes des entreprises privées, mais aussi publiques. Mais vous pouvez très bien, vous avez cité par exemple l'exemple d'une entreprise de nettoyage. Il en existe en Algérie, il en existe aussi partout dans le monde. Donc un chef d'entreprise a besoin de personnel qualifié. De ce fait, il privilégiera, je pense, par expérience, de choisir un étudiant qui est dans une formation diplômante comme Tekwin Mehani, où l'étudiant passera une partie de son temps à l'école et une partie de son temps dans l'entreprise, et l'entreprise le formera à l'image de l'entreprise. Et on arrive déjà à la fin de cette émission, qui est passée super vite, mine de rien. Très vite. Merci beaucoup, Anis Hattoum, Merci d'avoir répondu à l'invitation Merci, de Hind. Médiatique. Merci beaucoup, évidemment, Hind Benranem, de nous avoir enchanté de ton auguste présence. Merci beaucoup, Lamine B, derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Médiatique vous a été présentée par BNA.